Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir aujourd'hui pour Manbita d'accueillir pour le premier podcast 4 étudiants brillants en fin de cursus. À ma droite, Abdelhamid Idamia. Bonjour. Bonjour Anwar, merci pour l'invitation. Tu es président de Centrale Supélec Maroc, donc l'association qui fédère et regroupe les étudiants marocains de Centrale. Ensuite, Hamza Azzouzi, bonjour. Bonjour Anwar, merci pour l'invitation. Également président de l'association X Polytechnique Maroc, qui regroupe cette fois-ci les meilleurs, j'allais dire, étudiants marocains de France, puisque c'est la meilleure école. Camélia Al-Alami. Bonjour Anoual, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu es anciennement présidente de HEC Maroc, donc également association qui regroupe les étudiants marocains d'HEC cette fois. Et pour finir, Saad Msfer. Merci, bonjour Anwar. Tu es secrétaire général d'ESSEC Maroc et entre autres cofondateur de Manbita, donc merci à toi aussi d'avoir accepté l'invitation. Nous allons commencer par un fait d'actualité qui n'est pas des moindres, puisqu'il y a quelques jours, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a tenu un discours à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte. Et pendant ce discours, il a annoncé deux nouveautés majeures. La première étant l'orientation du gouvernement vers la réorganisation du CCME, donc le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, et ensuite la création d'une nouvelle institution, qui est la Rabita Mohammedia des Marocains à l'étranger. Ces annonces témoignent de la volonté de diriger les investissements, les initiatives, mais surtout les talents marocains, c'est-à-dire vous, vers le Maroc. La question est simple. Quelle est la perception et l'impact de ce discours auprès de vous, jeunes Marocains à l'étranger ? Moi je pense que c'est un discours qui est particulièrement dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a les nouvelles initiatives qu'on peut vivre actuellement en France, soit des initiatives associatives ou même professionnelles. Et justement ça vient fédérer et créer une unité de les initiatives. Tout à fait. Moi, je pense aussi que c'est un peu rassurant pour nous, la diaspora marocaine à l'étranger. Je pense qu'il y a eu un petit changement si on compare ce qui se passait je sais pas, en années 70 et maintenant, aujourd'hui. Là, il y a beaucoup plus de nombre, beaucoup plus d'étudiants qui viennent en France pour faire leurs études. Donc, ça devient, je pense, un peu plus compliqué d'avoir une bonne vision sur ce qui se passe au Maroc, comment on peut rentrer, ce qu'on peut faire. Donc ce discours est plutôt rassurant parce qu'on voit une ambition du royaume et qu'on est toujours au centre d'intérêt du royaume. Tout à fait, tout à fait. Peut-être pour compléter, Camélia ou Abdelhamid ? Oui, moi je suis totalement d'accord avec Saad et Hamza. Je pense que c'est l'occasion, avec cette croissance que le Maroc est en train de vivre, de upgrade la relation entre la diaspora marocaine et le Maroc. Ça se limite pas sur on rentre l'été, on envoie de l'argent, mais plus que ça. En ce qui me concerne, je rentre un peu plus que... Moi aussi, là, moi aussi. et donc, en parlant d'initiatives, j'ai quelques initiatives en tête que vous avez pu lancer, qu'on a pu lancer tous ensemble. D'ailleurs, typiquement à HEC Maroc, à travers le mouvement que vous avez lancé, qui est le Maroc en mouvement, donc lancé le 1er février 2024 par le biais d'une conférence avec le vice-président de la CGM, Mehdi Tiazi. Pareil pour cette fois-ci conjointement X et Centrale pour votre gala qui a été lancé le 13 janvier 2024 et pendant lequel vous avez invité plusieurs personnalités très inspirantes du monde du business, mais pas que. ESSEC Maroc aussi, en tant que, j'allais dire, fédérateur de ces initiatives, mais aussi créateur d'initiatives, puisque vous avez lancé plusieurs conférences, plusieurs événements culturels, les sauts qui me semblent. Et donc, vous avez eu l'occasion d'organiser, de discuter avec des personnes présentes, des Marocains pour la plupart. Comment est-ce que vous avez perçu l'engouement croissant des MRE pour entrer au Maroc, cet intérêt pour le Maroc, pour les personnalités marocaines? C'est-à-dire, quel est votre avis sur cet aspect-là? Moi, comme je viens de dire, j'ai l'impression que beaucoup d'étudiants se sont perdus un peu. Et je redis, ils n'ont pas une vision claire des opportunités présentes au Maroc. Je parle au nom du CCS. En tout cas, l'idée qu'on avait eue pour organiser le gala, c'est plus nous focaliser aux opportunités qui peuvent être présentes au Maroc. L'idée, c'était d'inviter des alumni qui ont une carrière brillante au Maroc. Comme qui, par exemple? Comme Khalid Safir, Tawfiq Moulin, Hicham Ghataï, c'est Nordine Boutayeb. Et bien d'autres. Il y avait 10 invités, donc je m'excuse si on n'en a pas cité tout le monde. quelques-uns.
Mais l'idée, c'était vraiment qu'il y ait un échange avec les invités présents. Parce que le gala, c'est fait en deux temps. Il y avait une petite partie où il y avait une conférence, euh, il y avait des tables rondes à temps très limitées, juste pour avoir une idée de ce que l'invité a fait. Ok. Mais la partie importante, c'était après les tables rondes, il y avait des discussions directes avec les invités où leur posait toutes sortes de questions. Mais quelle est la conclusion? C'est-à-dire, vous vous êtes dit, aujourd'hui, on a regroupé plusieurs Marocains. La question s'adresse aussi à toi, Camélia, et à toi, Saad. En faisant ce genre d'événements, vous avez sans doute eu plusieurs demandes nous souhaitant assister à cet événement. Vous avez peut-être dû en refuser certaines. Mais quelle est la conclusion? C'est-à-dire, aujourd'hui, il se passe un truc ici en France, avec les Marocains résidant à l'étranger, enfin en France. C'est-à-dire, quel est votre point de vue sur cette dynamique? C'est ça, je pense que c'est la première fois où on a créé justement ce groupe en président d'association et qu'on s'est dit qu'on avait vraiment ce rôle-là de contribuer à comment aider notre pays à ce moment-là. On était un peu tous paniqués, on ne savait pas trop comment faire. Et justement, je pense que les associations marocaines, et pas qu'en France, mais dans d'autres pays, on a pu notamment collaborer avec les associations en Angleterre, aux États-Unis, dans d'autres pays en Europe. Et donc, on a vraiment vu une force commune à nous tous, un but commun. Et on a réussi justement, parce qu'on a réussi à avoir une cagnotte de presque 20 000 euros, si je ne me trompe pas, qu'on a pu reverser à 2 associations locales au Maroc pour aider au séisme. Et après ça, c'est là où on a commencé justement à fédérer nos efforts pour faire des événements ensemble et pour justement pouvoir créer d'autres initiatives. Et c'est un peu de là où est venue l'idée du Maroc en mouvement. Justement, tu présentais ça, Anouar, la plateforme qu'on a lancée avec HEC Maroc, avec le secrétaire général Omar Skrat. C'est vraiment une envie en fait de fédérer tous les Marocains en France. On n'avait pas de plateforme commune et on s'est dit que ça pouvait être une super idée pour que école de commerce, école d'ingénieurs, jeunes diplômés qui étaient au Maroc, qui étaient en France, qui comptaient aussi planifier leur retour au Maroc et qui voulaient un peu des insights sur tout ça. C'était le moment idéal en fait de le faire et de le faire autour d'événements où, comme ce que tu disais Hamza, on a une partie plus conférence et une partie plus networking qui était très propice aux échanges et comme tu disais, quelle était la conclusion? C'est vraiment, j'ai jamais autant reçu de messages après le premier événement qu'on a fait avec Mehdi Tiazi, où tout le monde était là en mode quand est le prochain événement, c'est quand la prochaine fois on va tous se rencontrer, est-ce qu'on peut même se rencontrer de manière un peu plus informelle, juste pour discuter, etc. Donc il y avait vraiment une envie, un besoin, et on a pu combler ce besoin, et grâce à ce que toutes les autres associations ont fait, notamment ESSEC Maroc par la suite, il y a toujours du besoin, et là en ce moment on voit toujours qu'il y a des événements qui se font, donc Oui. c'est bon à voir. J'ai envie de vous dire les entreprises marocaines dans tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont un rôle peut-être à jouer? Est-ce qu'elles doivent intervenir? Parce que c'est quand même j'allais dire un foyer, une pépinière de talents, d'idées. On peut trouver de tout. J'ai eu l'occasion de discuter avec des professionnels, des entrepreneurs, des étudiants en fin de cursus, des étudiants brillants qui portent des projets, mais on sent quand même l'absence du secteur privé marocain, ou peut-être c'est peut-être juste une méconnaissance Moi, je pense de ce qui que, se passe. moi, je pense que c'est surtout il y a une prise de conscience qui est en train de se passer chez les entreprises marocaines, parce qu'elles ont conscience qu'elles souffrent d'un déficit d'image par rapport aux grands groupes, Tout à surtout fait, j'allais y aux grands venir. groupes Tout à fait, internationaux, oui. c'est-à-dire que ce soit les McKinsey, etc. On a beaucoup plus de facilité à rentrer travailler dans un grand groupe international que dans un groupe marocain. Et là, pour avoir parlé à certaines entreprises, il y a une prise de conscience, et c'est justement cette prise de conscience qui peut permettre aux entreprises marocaines de gagner beaucoup par la suite avec ses talents, avec ses idées, avec ses événements, sponsoriser ce genre d'événements ou juste participer. Et, oui, oui, Hamza. Moi, je pense aussi que c'est aussi à nous, Association marocaine des grandes écoles, de créer ce lien avec les Oui, Ouais. entreprises. oui, tout à Et fait. ayant parlé avec des entreprises marocaines, en fait, elles savent juste pas comment rentrer en contact avec les Marocains présents dans les différentes écoles françaises. Et ce qu'on peut faire, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est juste inviter quelques entreprises au forum organisé par les écoles. Je pense que toutes les Ouais. écoles ici le font. Et donc, il faut aussi créer ce lien à travers les associations marocaines. Oui, Pour rebondir sur ce que Hamza avait dit, j'étais choqué par la réactivité des entreprises marocaines lors du forum FHM. Donc, lorsque je parlais de l'association et de ce qu'on fait et tout ça, c'était vraiment partant pour sponsoriser, pour donner de l'argent, pour être là.
Donc, je pense que c'est un problème de lien. Il n'y a pas de lien Tout à fait. créé. Bah, pourquoi pas lancer un appel? C'est l'occasion aussi durant ce podcast. L'idée mais c'était pas du tout préparé. Mais parce qu'on en avait parlé avec Mehdi Tiazi, pourquoi pas Ouais. lancer une sorte de partenariat entre, j'allais dire, notre fédération d'associations et la CGEM, puisque la CGEM c'est aussi une fédération des entreprises marocaines. Et donc pourquoi pas? C'est une idée qu'on peut développer par la suite. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours qui sont très intéressants. J'aimerais revenir sur un point. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de vivre un changement de paradigme chez les jeunes Marocains? C'est-à-dire qu'à l'époque, ces associations existaient. En tout cas, pour ESSEC Maroc, je sais que l'association existait. Pareil pour Polytechnique et Centrale. HEC, on a toujours eu un nombre énorme de Marocains, alhamdoulilah, dans les grandes écoles. Mais on n'a jamais assisté à une vision pareille, c'est-à-dire une vision à la fois professionnelle, professionnalisante de ces assos-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut organiser des conférences plutôt que d'organiser des soirées. Peut-être qu'on fait les deux, certains font les deux. Mais en tout cas, il y a cette envie, cette vision professionnelle. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas avant ou ça peut-être? Moi, ce que j'ai remarqué justement, c'est après l'événement qu'on a fait à l'ESSEC avec Moulay Hafid Alami en juin dernier. On a eu énormément de demandes et on a dû justement, malheureusement, par souci de nombre de places, on a dû filtrer. Et malgré le filtre, on a eu énormément de gens qui nous ont relancés, comme disait Tout à Camélia, fait. c'est-à-dire après le filtre, ils nous ont dit si vous avez une autre conférence, vous pouvez participer. Et pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est vraiment le moment parfait pour avoir cet aspect professionnel des entreprises, Pourquoi? des associations, pardon. Pourquoi? Parce que on veut tout, c'est-à-dire que là, on a un dynamisme économique au Maroc qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps. Et en Tout à tout fait. cas, on n'a pas senti. Peut-être Oui. qu'il y avait, mais on l'a pas senti. On est en train de sentir là actuellement ce dynamisme et on veut tous y participer. Tout à Alhamdoulilah. fait. Voilà, et donc pour moi, c'est vraiment ce genre de considération qu'il faut avoir. Je pense aussi que notre génération, elle se pose peut-être plus de questions par rapport à notre retour au Maroc, par rapport à c'est quand le moment opportun et qu'est-ce qu'on va y faire. Et on a de différentes attentes par Oui. rapport au job Il y a un qu'on changement veut de faire. paradigme aussi. C'est ça, on veut plus juste être salarié pour être salarié ou voilà, rentrer pour faire n'importe quel job. On veut vraiment contribuer à notre pays. Et donc, je pense qu'on se pose la question un peu plus tôt et qu'on se dit que si dès maintenant on commence à créer un lien avec le Maroc, avec les entreprises là-bas, avec des grandes personnalités qui travaillent, ben, ça va faciliter notre retour, notre transition et on aura plus d'impact une fois là-bas. Et aussi, je pense que les critères qui guident nos choix par rapport aux entreprises sont différents, dans le sens où on se pose plus la question sur l'équilibre entre notre rythme de travail, entre notre vie personnelle. Il y a beaucoup plus de personnes qui se tournent vers l'entrepreneuriat. Il y a vraiment un changement aussi à ce niveau-là. Et donc, les gens veulent avoir un réseau dès maintenant, veulent savoir connaître les bonnes personnes, activer les bons liens et ne dépendent plus forcément des connaissances qu'on a au Maroc à travers notre famille ou Tout à autre. fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'aimerais insister sur ce point. Est-ce que vous pensez, vous, que les entreprises marocaines aujourd'hui font assez pour justement s'adapter à cette volonté-là qui a changé à travers, ou qui a plutôt évolué à travers le temps? Peut-être pour les étudiants marocains, je saurais pas dire, mais en tout cas pour les étudiants marocains, Aux étudiants français? Locaux, Oui. pour les étudiants marocains présents en France, qui Oui. font leurs études en France, je pense pas qu'il y ait assez d'efforts. Oui. Il y a juste, par exemple, il y a pas assez de stages, il y a pas assez de connexions avec les étudiants marocains qui parfois essaient de revenir au Maroc pour une expérience professionnelle, mais juste ne savent pas comment. Tout à fait. C'est pour ça que, selon un sondage réalisé par les équipes Manbita, 60% des jeunes Marocains estiment avoir besoin d'un accès direct aux opportunités au Maroc. C'est-à-dire que elles n'ont pas par où passer, ni comment faire pour accéder à ce genre d'opportunités professionnelles. Et donc, comment est-ce que, encore une fois, j'attends pas de vous une solution miracle, mais je me pose la question, comment est-ce que les entreprises peuvent jouer un rôle dans ce besoin d'accès? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Venir au contact, lancer des plateformes? On peut juste voir ce qui se passe en France, quelles sont les meilleures entreprises, les entreprises les plus reconnues. Disons les MBB, Oui. ou nous pour les ingénieurs, il y a Thales, Oui. il y a des boîtes d'ingénieurs. Oui. En fait, ce qu'ils proposent, c'est déjà des stages sur mesure pour les étudiants de grandes écoles, qui facilitent énormément la tâche aux étudiants et qui créent le lien dès leur entrée en école ou dès leurs premières années en école, chose qui est malheureusement absente pour les entreprises marocaines. Pour moi, ça doit commencer par les stages, c'est important. Je pense également qu'il y a un autre problème au niveau peut-être de la visibilité des entreprises marocaines. Oui. Notamment, enfin, les étudiants à l'étranger ne savent pas vraiment vers quelles entreprises se tourner. Et on a, en fait, peut-être on manque de plateformes type Welcome to the Jungle ou des plateformes qui rassemblent un peu les annonces de jobs au Maroc.
Et c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas de programme plus structuré, comme ce que tu disais, Hamza, de stage qui débouche vers une œuvre de CDI, qui débouche ensuite vers un contrat un contrat plus long. Donc nous retiendrons un déficit d'image, j'allais dire, causé par un manque de présence. De présence. Ouais. D'accord. Et donc, et c'est aussi le cas pour plusieurs groupes marocains qui peut-être chiffrent des millions et des millions d'euros, mais qui ne parviennent pas à attirer des talents malgré parfois des offres, j'allais dire, alléchantes. Donc, est-ce que dans ce cas, il n'y a pas aussi un enjeu qui vient intervenir et qui est l'enjeu du statut social? C'est-à-dire que nous, diplômés de grandes écoles, on préfère travailler pour, tu parlais d'MBB tout à l'heure, Hamza, pour McKinsey ou pour Bain, plutôt que de bosser pour un grand groupe marocain sans citer de nom. Je pense que les jeunes actuellement se sentent pas trop appréciés par les entreprises marocaines. Quand on compare les offres des entreprises marocaines et des entreprises internationales, on voit une grande différence. Et je pense qu'il y a une peur aussi dans le côté de développement de carrière. C'est-à-dire, est-ce que si je reviens au Maroc actuellement, j'intègre une entreprise, est-ce que... Les perspectives d'évolution exactement. aussi, elles ne sont pas claires. Ils semblent être limités même, dû au fait que c'est pas clair. Donc dû au fait qu'il n'y a pas un contact entre les entreprises, les offres sont pas claires. Ouais. Moi j'ai aussi, juste pour rebondir un peu sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure, faut aussi prendre en considération les étudiants marocains qui sont au Maroc. Parce que ça reste quand même des entreprises marocaines au Maroc. En fait, il faut clarifier leurs besoins, il faut qu'ils clarifient leurs besoins en termes d'étudiants, genre en termes de quotas, si on veut dire, Ouais. mais entre les étudiants marocains et les étudiants français. Et les étudiants d'école française. Oui, bah, on a l'impression qu'ils nous préfèrent, mais c'est aussi question de formation. C'est-à-dire une entreprise marocaine aujourd'hui, elle aimerait bien recruter quelqu'un diplômé de l'IX ou de HEC ou de l'ESSEC ou de Centrale, mais elle a peut-être parfois pas le budget, parfois elle préfère recruter une personne d'une formation modeste, moyenne, et la former tout au long. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'ils seront obligés de changer cette vision-là, puisque les dirigeants de ces entreprises marocaines de demain ne peuvent être que des personnes formées dans les meilleures écoles, puisque... Moi, je pense que pour aller plus loin que ce que tu dis, elles n'ont plus le choix, les entreprises marocaines aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles doivent améliorer leur marque employeur obligée. C'est-à-dire que de manière obligatoire, on a un tournant où elles doivent améliorer auprès des jeunes diplômés, que ce soit des jeunes diplômés à l'étranger ou même au Maroc, leur marque employeur parce qu'actuellement, c'est au profit des autres groupes, des groupes internationaux. Et donc, elles doivent améliorer ce côté-là, leur image, leur présence, tout ce qu'on disait, pour pouvoir attirer ce jeune talent. Et je pense qu'ils ont déjà compris ça. Par exemple, il y a un alumni, donc centralien, qui a créé une start-up qui s'appelle Jobzine, donc qui recrute les jeunes talents des grandes écoles pour les entreprises marocaines. Donc des entreprises connues au Maroc comme... je dirais Mi-Choc, des trucs comme ça. Donc. Ok, d'accord. C'est pas grave. Que Mi-Choc dans ma tête, On a beaucoup parlé d'entreprises marocaines, de leviers sur lesquels elles peuvent plutôt agir. Mais vous, en tant que jeune diplômé aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez dans une entreprise marocaine ? Est-ce que vous opteriez pour un choix par secteur, plutôt je sais pas, par avantage professionnel? Dites-moi tout, on aimerait bien comprendre un peu quelles sont vos attentes, ou bien quelles peuvent être vos attentes. Professionnelles, extra-professionnelles, tout. Vous voulez rentrer demain au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Vous choisissez quoi? Personnellement, j'aimerais bien travailler en finance de marché. Je trouve que le retour au Maroc est assez compliqué, puisque pour l'instant, on n'a pas un marché financier développé. Donc, je vois des exemples des alumni qui étaient obligés de rester dans des villes comme New York ou Londres pour travailler en finance pendant 20 ans de carrière. Donc, je me pose en question. Est-ce que ce choix de travailler en finance de marché va me bloquer de revenir chez moi, au Maroc? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est possible de revenir après et travailler en un poste de management ou un truc comme ça? Pour moi, c'est ça la finalité des choses. C'est-à-dire acquérir de l'expérience ici, donc à l'étranger. Revenir, manager une équipe, directionner, donc travailler dans ce genre de travail. Donc, moi, je pense qu'il y a même la qualité de vie qui rentre en jeu, c'est-à-dire la qualité de vie dans ces villes, tu as cité New York, Londres ou même Paris, la qualité de vie d'il y a 15 ans n'est pas la même aujourd'hui. Donc les Marocains, ils essaient aussi de retrouver un peu le soleil, retrouver la famille, de fuir cette qualité de vie qui devient
Morose, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un milieu assez stressant. Donc par rapport au Maroc, où entre par exemple Paris, j'ai l'impression que tout le monde court pour partir au boulot. Pour rien, j'allais dire. Ouais, exactement. Même. Alors qu'à Casablanca, par exemple, à Rabat, même dans les, par exemple, Finance City et tout ça, par passage. C'est vrai, il faut pas oublier. Tanger aussi, Tanger qui est un hub industriel et qui donc demain pour vous ingénieurs représente quand même un lieu géographique important. Et Camélia, tu voulais dire quelque chose pour compléter peut-être sur les attentes des jeunes diplômés aujourd'hui ? Ouais, j'allais dire peut-être autre chose par rapport à la culture d'entreprise. Je pense qu'on a aussi moins de visibilité à ce niveau-là sur comment une entreprise, peut-être marocaine ou même au Maroc, forme ses employés, développe ses employés, peut-être même sur le niveau personnel ou bien sur d'autres sujets, les envoie faire des formations, ce genre de choses, qu'on voit peut-être plus à l'étranger qu'au Maroc. Et donc, c'est plus propre à des entreprises internationales. Donc peut-être ce serait un autre levier sur lequel les entreprises marocaines devraient développer pour attirer les talents qui recherchent en fait, surtout notre génération, j'ai l'impression, on s'ennuie beaucoup plus rapidement. On veut moins faire du 9 to 5 ou des choses, on veut moins avoir une routine, on veut plus voyager, on veut plus être flexible, télétravail, tout ça. Le travail a changé. Quand aujourd'hui on peut économiser, une étude a récemment démontré qu'on peut économiser grâce à l'utilisation de l'IA générative ou de l'IA tout court, 7 heures par semaine. J'allais dire, comment est-ce qu'on peut être heureux au travail et épanoui, comme ce que tu disais, Camélia ? Je pense qu'on sous-estime, moi, un point, c'est le côté patriote de l'entreprise et le côté, c'est-à-dire les dossiers que l'entreprise va traiter dans n'importe quel secteur, les dossiers qu'ils vont traiter, si elle traite de dossiers uniquement internationaux, donc qui ne touchent pas forcément au Maroc, ou qui traitent de dossiers propres au Maroc, c'est-à-dire pour le développement du pays. On parlait du dynamisme économique. Il y a de plus en plus d'entreprises, justement, que ce sont même des grands groupes qui traitent des sujets propre au Maroc. Et je pense que c'est aussi moi en tout cas personnellement, c'est un aspect que j'aimerais retrouver dans l'entreprise dans laquelle je travaillerai ou que je fonderai plus tard. Tout dépend. En parlant d'événements et de patriotisme, on peut pas ne pas évoquer la Coupe du Monde 2030, qui sera un événement catalyseur. Nombreux sont les jeunes Marocains aujourd'hui qui souhaitent contribuer au développement, au rayonnement du Maroc d'ici 2030. Nous souhaitons tous rentrer avant 2030, mais encore une fois, nous ne savons pas comment. Et donc j'allais dire, d'abord, comment est-ce qu'on peut concrétiser, tous les acteurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, que ce soit nous, jeunes diplômés, comment est-ce qu'on peut concrétiser et pérenniser cet élan de retour et d'investissement de la part des MRE pour le Maroc avant 2030 ? Il y a une échéance, il y a une date butoir, il nous reste 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, plutôt que de poser la question à McKinsey, je la pose à des têtes bien faites qui font les grandes écoles. La réponse ne me semble pas évidente. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut concrétiser ? Et surtout concrétiser, c'est-à-dire on a une volonté chez ces acteurs-là qui veulent rentrer avant 2030, mais qui ne savent pas comment, encore une fois. Donc, comment concrétiser cet élan de retour et d'investissement de la part des MRE envers leur mère patrie, encore une fois ? Moi, je pense que c'est encore très dur de répondre que nous donnions la réponse. On est encore étudiant, on n'a pas assez d'expérience. On ne sait pas ce que dans le Maroc a vraiment besoin, à ce qui s'attend vraiment de nous. Donc, je pense qu'il faut plus poser la question à quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience dans le monde du travail. Oui. Je pense que c'est plutôt une réponse personnelle, c'est-à-dire il n'y a pas une formule magique. Bien sûr, pas c'est une vision personnelle que je vous exactement. demande. Exactement, les gens vont... Ce que nous devons faire, c'est donner les opportunités, c'est-à-dire ramener des alumni, faire des conférences, faire des événements, on rayonne sur le Maroc, où on montre qu'il y a des opportunités au Maroc, qu'il y a une croissance, qu'il y a tout ça. Et les gens vont faire un choix. Donc le choix va se faire naturellement. Ils vont voir, moi je suis intéressé par exemple par le conseil, je vais chercher. Il y en a McKinsey maintenant, Casa, BCG Casa. On cherche les opportunités. On a beaucoup cité ça serait bien qu'on cite des faut aussi citer groupes marocains. Oui, il y a l'industrie, on ne l'a pas cité du tout. On ne cite que les trucs écono, MBB, finance. Ça prouve qu'on est on est très branché, matrixé par le conseil, et ça c'est dommage. Il faut aussi, donc il n'y a pas que les entreprises qui doivent jouer un rôle. Nous devons jouer un rôle
j'allais dire sur nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Le monde ne tourne pas autour du conseil et de la finance. Enfin, il y a beaucoup de belles choses aussi à découvrir. Surtout l'industrie avec la Coupe du Monde. Surtout ça. Moi, je pense justement, je pense justement qu'un premier travail serait d'identifier vraiment les secteurs clés où on pourrait contribuer. Par exemple, tu parles de la Coupe du Monde, il y a aussi un côté, je pense, dans le tourisme, dans d'autres industries qui pourraient intéresser beaucoup d'entre nous. Même, on peut penser à des industries plus vertes, type hydrogène, des industries plus à impact qui intéressent plus les jeunes générations d'aujourd'hui et où il y a un vrai potentiel de développement au Maroc et on devrait justement capitaliser sur ce développement-là plutôt que d'aller tout le temps vers les entreprises traditionnelles dont on parlait. Moi, je pense que c'est aussi un rôle que nous avons, nous, ingénieurs diplômés d'école d'ingénieurs française ou d'ingénieurs de manière générale. Il y a vraiment des secteurs clés qui commencent à apparaître, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de l'IA, de l'IA. Il y a une vraie transition. Comment ça s'appelle La transition numérique. Ouais, c'est ça. On a même un ministère. C'est ça. Le ministère de la transition numérique et il me semble de la réforme de l'administration. Je ne sais pas si c'est. De toute façon, on a tendance à lier de problématiques. Comment ? C'est l'économie verte et numérique. L'économie verte et numérique. C'est les deux, non, il y a transition numérique. Et si j'ose dire, c'est une centralienne, je pense. Je ne me rappelle plus, mais... On a des ESSEC aussi au gouvernement. Je sais qu'il y a une HEC. Moi, je pense qu'il y a un grand déficit côté infrastructure. Et on parlait d'industrie, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le vrai déficit qu'on a actuellement au Maroc pour la Coupe du Monde, c'est les infrastructures, que ce soit le tourisme, comme parlait Camélia, mais même les stades, même toutes les infrastructures autour de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est pas juste accueillir des touristes et aller dans un stade de foot, c'est tout le reste. Et donc voilà, c'est les routes. Mais la volonté est là. La volonté est là, c'est clair. Il y a une vision qui est respectée, puisqu'ils sont en pleine construction, en plein travaux. Mais c'est justement dans ce secteur-là, dans le secteur des infrastructures, que tu posais la question de comment on peut aider, dans quel secteur. Moi, je pense que c'est les infrastructures qui est le secteur qui demande le plus, en tout cas, qui en a le plus besoin actuellement. D'accord. Et j'allais dire, est-ce que vous avez, vous, en tant que personne, en tant qu'étudiant jeune diplômé, est-ce que vous avez une vision pour rejoindre le Maroc avant 2030 ? Une vision personnelle, j'allais dire, comme ce qu'on appelle communément un projet professionnel. Moi, je pense, avant 2030, c'est court comme échelle, mais au long terme, dans le numérique, pourquoi pas ? Je vois qu'il y a une vraie volonté du gouvernement de faire cette transition numérique. Et je pense que c'est l'un des secteurs où on peut le plus donner parce qu'on a été formé là, on a le plus de compétences. Okay. Tu as souligné un point important, Hamza, si je peux me permettre. Tu as dit, avant 2030, ce sera compliqué. Et là, je pense qu'il y a deux paradigmes qui s'opposent, deux visions qui s'opposent. Saad, je te connais, on travaille ensemble. Je sais que tu souhaites rentrer avant 2030. C'est aussi le cas pour moi. Donc, on peut parler d'étudiants jeunes diplômés qui souhaitent rentrer avant 2030 pour, j'allais dire, surfer sur cette vague économique, pour ne rien rater, et d'autres qui préfèrent prendre leur temps, acquérir une expérience professionnelle intéressante et importante avant même de rentrer au Maroc. Mais c'est encore une fois par crainte, parce que est-ce que tu ne penses pas que tu seras peut-être pas sous-estimé, mais tu ne seras pas estimé à ta juste valeur si tu rentres avec peu d'expérience ? Est-ce que cette contrainte-là te traverse l'esprit ? Oui, c'est une vraie contrainte, je pense, qui traverse l'esprit de tous les Marocains, parce que quand on pose la question à n'importe quel Marocain étudiant en France, il dit ouais, moi je veux acquérir un peu d'expérience à l'étranger, puis revenir. Il n'y a personne qui se dit je reviens sans année d'expérience. D'accord. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus avec les gens qu'on a pu rencontrer, même que ce soit pour Menbicha ou même les événements qu'on a fait à HEC ou à l'ESSEC. Il y en a de plus en plus qui veulent rentrer et qui veulent profiter d'abord de cette vague. Moi, personnellement, par exemple, c'est le cas. Moi, j'avais travaillé dans le sport après. Donc, la Coupe du Monde, ça m'intéresse particulièrement. Donc, forcément, je vais vouloir rentrer avant 2028 ou 2029. Mais il y en a beaucoup plus il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans d'autres domaines, rien à voir avec le sport, qui veulent rentrer, participer à cet événement. Et voilà. Camélia, Abdelhamid, vous partagez la même vue. Vous êtes plutôt Saad ou plutôt Hamza ? Moi, je suis plutôt... Exactement. Moi, je n'ai pas une réponse exacte puisque ça dépend. J'ai croisé des alumni qui ont vécu à l'étranger, après ils sont revenus, et d'autres qui sont rentrés directement après la diplomation. Donc ça dépend de l'offre. Si l'offre elle est intéressante, pourquoi pas. Donc encore une fois, c'est les entreprises qui doivent venir nous chercher. Nous, Menbicha, je le rappelle, on est là pour justement assurer ce rôle-là à travers une façon assez originale qui est l'organisation de conférences, puisqu'on aime ça.
Et donc, on invite les entreprises à être présentes pour ces conférences, à rencontrer ces étudiants, ces jeunes diplômés qui souhaitent entrer au Maroc, mais n'ont pas confiance, ils ont peur, ils appréhendent beaucoup de choses. Donc voilà, je tenais à le rappeler, non pas pour faire de la pub, mais On va parce enlever que... aussi le voile qu'il y a autour du retour au Maroc. Tout à fait, tout à fait. Camélia, tu voulais dire peut-être quelque chose pour compléter? Moi, je peux vous donner un exemple avec le stage actuel que je fais dans un cabinet qui est franco-marocain, qui s'appelle Inskip Entrepreneur, plutôt spécialisé dans l'innovation, la tech, le numérique, ce que tu disais, Hamza. Et on voit justement des synergies se créer entre la France et le Maroc au niveau même de l'équipe du cabinet et des sujets qui sont traités, qui sont à la fois français et marocains. Et je pense que ce type d'offre, en tout cas moi, m'a personnellement motivée parce que justement, depuis le bureau de Paris, je peux travailler sur des problématiques au Maroc. Et donc, je peux déjà me projeter dans quel type de sujet je voudrais acter plus tard dans ma carrière au Maroc. Et je trouve ça super intéressant de voir justement ce type de cabinet de conseil un peu plus spécialisé, un peu moins généraliste, qui justement a un impact sur des sujets comme la tech, les levées de fonds au Maroc, l'entrepreneuriat, des choses qu'on entend moins en fait. Donc, que... J'en déduis, si je peux me permettre, Ouais. on a finalement au moins trois types de visions. La tienne, Camélia, consiste à travailler pour un cabinet qui est franco-marocain et donc Ouais. garder un pied en France et un deuxième, Ouais. donc être à cheval entre Casablanca et Paris. Ouais. Saad qui souhaite rentrer le plus tôt possible et puis Hamza qui Attends la bonne C'est- opportunité. qui attend la bonne opportunité mais qui n'est pas contre. Abdelhamid aussi, si j'ai bien C'est- compris. oui. Et je pense que ce sont les principales visions aujourd'hui qui s'opposent, mais qui se présentent. Et pour le Maroc, que ce soit pour les entreprises marocaines ou pour le pays en général. Donc merci pour ce partage d'expérience. On a beaucoup parlé de prise de conscience chez les entreprises. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est un peu l'écosystème UM6P, OCP, qui investissent en ce moment partout, mais aussi surtout dans la deep tech. Et c'est grâce aux talents marocains, diplômés et formés dans les grandes écoles, que ça a été possible en quelque sorte. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça, Abdelhamid peut-être? Ouais, donc on est fiers, on est tous fiers, j'ose dire, par ce que l'UM6P, l'écosystème OCP Bien sûr. UM6P est en train de faire. C'est un leader actuellement en Afrique, donc tout ce qui est tech, entrepreneuriat, donc investir dans les startups dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, la technologie, l'IA, deep tech, tout ça. Donc ils ont des antennes, que ce soit l'antenne sur Paris, où plusieurs conférences sont organisées avec, par exemple, il y a dans 2 semaines une conférence où ils vont ramener une astronaute marocaine, Stylé. française, une astronaute française. Il y a aussi une antenne au Canada qui vient. Exactement, qui vient donc l'antenne de d'être Canada qui inaugurée. vient de se créer il y a quelques mois. Oui, tout à fait. Donc on voit la vision de garder le lien entre les diasporas, donc partout dans le monde. Il y en a d'autres antennes qui sont en train de se créer. Bon, c'est pas encore Donc, officiel, en mais quelque sorte, ils sont là pour répondre à ce besoin dont on Exactement. parlait depuis tout à l'heure. exactement. Est-ce que Donc c'est suffisant? On verra parce que ça fait quand même c'est assez récent, mais c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Donc oui, Mais, oui. Ça représente la lumière dans l'ombre. Donc on voit. Donc c'est une opportunité que j'ose dire tous les jeunes aimeraient bien faire partie de ce écosystème. Donc où il y a des fonds, donc des levées de fonds pour les startups. Il y a des profs chercheurs qui viennent de partout dans le monde, MIT, Harvard, qui sont présents donc à l'UM6P. Donc c'est tout un écosystème où on a besoin de rien de l'extérieur. Donc on peut fondre et faire monter rapidement des startups pour créer des technologies qui vont sonner dans le monde entier. Tout à fait. Camélia, peut-être pour compléter, non. Mais moi, c'est bien de parler de l'écosystème M6P et l'OCP qui font un travail formidable, mais est-ce qu'on peut aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du Maroc, mais on n'a pas parlé de l'Afrique. Est-ce que l'ouverture sur l'Afrique aujourd'hui, sous la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui consiste à racheter des banques françaises et à ce que les entreprises marocaines s'implantent en Afrique aussi, donc est-ce qu'on ne doit pas penser Afrique plutôt que de penser Maroc uniquement? Ça me rappelle récemment, il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un étudiant de l'ESSEC français qui n'a aucun lien avec le Maroc à vue d'œil et qui cherche un stage au Maroc parce qu'il veut travailler ensuite avec l'Afrique. Il cherche un stage au Maroc, il veut travailler, il va apprendre l'arabe aussi, il va apprendre le Darija. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans tout ça, dans cette vision qu'on a en tant que leader de l'Afrique sur plusieurs domaines. On a par exemple Tijari Wafa Bank qui est une des premières banques d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, donc c'est comme tu as dit, c'est vraiment
Moi, je pense il faut d'abord voir Maroc, bien sûr, Ok. mais dans une plus large image, voir l'Afrique, dans une plus large vision, une vision plus large, voir Afrique, se projeter dans d'autres pays, que ce soit on a des étudiants africains qui viennent étudier dans nos et universités au former. Maroc, que ce soit Donc médecine. on peut dire que le pont entrepreneurial et éducatif, académique est déjà lancé entre le même Maroc, professionnel, même et même professionnel. professionnel bien sûr, et entre le Maroc et l'Afrique. Il y a aussi un pont historique et qui est en train de se renforcer entre l'Europe, plus précisément la France et le Maroc. Donc j'ai envie de vous dire, la personne qui empruntera le pont vers le Maroc sera en quelque sorte obligée aussi d'emprunter le pont vers l'Afrique. Exactement. Exactement, et je pense que le Maroc est l'un des pays les plus respectés, que ce soit même par l'Afrique, donc par les pays africains, ou même en France. Pour rebondir sur ce que Saad a dit, cette année, exceptionnellement, on a décidé dans notre asso d'accepter les Français. Donc on a 7 Français, 7-8 Français qui font partie de l'asso, qui sont des membres actifs, qui sont très intéressés par la culture marocaine, qui étaient vraiment fascinés par l'événement gala, donc notre événement phare. Ils n'ont pas compris comment ça, vous ramenez Ouais. des anciens ministres. Faut leur des expliquer que le PDG. Maroc c'est pas que des chameaux et Exactement. du sable. Exactement. Hein. Oui, Souvent, couscous, c'est- les couscous. Et je pense que c'est l'un des trucs, c'est l'un des objectifs de nos associations, Ouais. c'est de faire rayonner le Maroc. L'impact Et- culturel. Exactement. Le Maroc, c'est pas que la bouffe. Le Maroc, c'est un pays qui se développe, donc qui est un leader d'Afrique. Et on Je l'a pense vu que ça, avec les souks, ouais, tout on à l'a vu fait. avec les souks, on a organisé, on a transformé une partie de notre école l'année dernière en souk. Et donc on a eu énormément de jeunes étudiants qui venaient, que ce soit, on a ramené des danseuses orientales, des Artisans. artisans pour des belras, pour plusieurs choses différentes, pour de L'artisanat, la ouais. henna aussi. Donc on a vu cet attrait pour la culture marocaine de plein d'étudiants marocains, de plein d'étudiants pardon, qui ne sont pas marocains justement. Et voilà. Donc ça, l'idée ça, serait de ne Nous pas aussi, se ouais. concentrer uniquement sur l'aspect professionnel, mais ne pas négliger l'aspect culturel, qui est aussi un point important de notre identité en tant que Marocain. et de profiter aussi de cette double culture qu'on a. C'est-à-dire qu'on a quand même une double culture venant. On est marocain, on a grandi au Maroc, mais on est aussi venu faire nos études ici. Certains ont fait des systèmes français éducatifs au Maroc, donc on a de la double culture qu'on peut justement utiliser et qui nous permet de mieux s'adapter à différents environnements, que ce soit l'environnement européen, occidental, ou même l'environnement africain. Donc voilà, on a cette proximité avec les deux environnements, comme tu as dit tout à l'heure, un pont. Ce mélange entre Ce tradition mélange, et voilà, modernité. voilà, ouais, tradition, modernité. Un mot de la fin, les amis, peut-être pour donner un conseil aux prochaines générations ou simplement un commentaire de votre part. Camélia, les femmes d'abord. Moi, je pense pour les futurs étudiants qui viennent faire les études en France ou n'importe, toujours penser en fait à faire briller, comme ce que tu disais, la culture marocaine. Trouver en fait un modèle hybride peut-être entre professionnel, culturel et créer des événements, parler du Maroc, casser les tabous, enfin voilà, ramener un peu notre pays un peu partout à l'étranger parce que là, depuis la Coupe du Monde, depuis plein d'événements, on voit que tout le monde connaît le Maroc, partout dans le monde, tout le monde nous connaît. Donc peut-être ramener plus du concret. Rectifier les cartes si jamais elles sont pas. C'est ça, rectifier les cartes, c'est une bonne idée. Moi, je pense aussi qu'il faut être fier de ce qu'on représente, de notre culture. Et qu'on n'hésite pas à montrer cela aux étudiants français parce qu'on est en France, ou même les différents Marocains à l'étranger. Moi, j'allais dire une dernière chose, peut-être ne pas hésiter à prendre des initiatives. Par exemple, on est dans une école où il n'y a pas beaucoup de Marocains, où il n'y a pas d'association marocaine, ne pas hésiter à créer des liens. Par exemple, créer une association africaine, créer une association, je sais pas, MENA. Enfin, penser en fait à toujours fédérer les choses. Par exemple, je sais Mais que le c'est Maroc beaucoup- d'abord. Le Maroc d'abord. Bien sûr. Mais je sais que par exemple, on a des universités aux États-Unis où il y a 1 ou 2 Marocains dans toute l'université. Mais il faut se rallier avec nos confrères Tout à fait, marocains, tout à nos fait. confrères de la région. Et voilà, trouver comment toujours faire briller le Maroc avant tout. Et ça va de soi aussi pour les étudiants marocains au Maroc. Ouais. Je sais que l'engagement associatif auprès des jeunes Marocains n'est pas, n'est pas forcément pas le premier culturel, réflexe, c'est pas culturel c'est pas dans notre culture. Donc il faut aussi les inciter à travers, et puis les motiver à travers nos actions. Et je pense que c'est déjà le cas. À l'occasion de notre première conférence Manbita, on a eu la chance de recevoir des étudiants marocains, des Iscaïs, des gens de l'EMI, etc. Et qui étaient plus que satisfaits, mais aussi ils sortaient avec une motivation au final de vouloir calquer et reprendre le même modèle. Et ça, c'est quand même
c'est très important d'inspirer notre jeunesse au Maroc, en plus d'inspirer la jeunesse et les étrangers ici en France ou dans d'autres pays. Saad, tu voulais dire quelque chose? Tu avais dit. Saad, un mot de la fin peut-être? Je rejoins totalement ce qu'a dit Camélia, c'est-à-dire que c'est pas forcément culturel chez nous cet aspect de s'engager dans l'association, dans une association en tant qu'étudiant. Mais moi personnellement, si je peux raconter une anecdote, j'ai jamais voulu m'engager associativement dans une école. Et à partir des premiers événements qu'on a pu faire, lorsqu'on a pris contact avec Anouar, mais même les premières conférences, j'ai pu justement ressentir déjà l'engouement qu'il y avait autour, et déjà ressentir un peu cette motivation, cette envie de faire plus, et cette envie de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent un peu. Et de servir le pays. De servir le pays, exactement. Tout à fait. Hamza, je sais que tu as dit un mot de la fin. Hamid. On est marocain, on est fiers de l'être. Et comme ce que j'ai dit à deuxième, je le redis. À notre nom tous. Donc on est là pour acquérir de l'expérience. Je sais qu'un jour, on va rentrer chez nous. Et j'en suis sûr qu'on va contribuer à la croissance de notre pays. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Anouar, un dernier mot? Bah écoutez, d'abord merci d'avoir accepté l'invitation et surtout merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que nous faisons tous ensemble. Ça fait 2 ans qu'on est engagé associativement ici en France. On a pu réaliser de belles choses, on a pu inspirer, on s'est nous-mêmes inspirés par des personnes, j'allais dire meilleures, mais surtout des personnes qui ont plus d'expérience. Donc si je peux dire quelque chose, continuons ainsi. Et puis vers un Maroc meilleur, vers un Maroc prospère, Dima Mghreb. Encore merci d'avoir accepté l'invitation les amis, c'était le premier podcast d'une longue série. Merci et à très bientôt.